Ok, c'est parti pour cette vidéo qui va remplacer le live. Je m'excuse pour les problèmes techniques subis. La bonne nouvelle, c'est que on a compris d'où ça venait. Donc la semaine prochaine, tout ira bien. Mais pour remplacer du coup la perte de son lors du live, je vous fais cette petite vidéo. L'idée, c'est de parler du local professionnel. Que faire de mon local professionnel? Est-ce que je dois le louer, l'acheter avec l'entreprise, l'acheter en nom propre et le louer à mon entreprise, l'acheter en SCI, le louer à mon entreprise? Bref, on va faire le tour de la question avec un format très simple qui normalement était prévu pour être interactif. C'est pour ça qu'on voulait le laisser simple. Mais tant pis, on va faire ça comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on est astreint de commenter. Hashtag replay si vous regardez ça en replay. Et surtout vos questions en commentaire car je suis notifié et je viendrai en commentaire ou en privé si nécessaire échanger avec vous sur ce sujet. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut louer son local pro à autrui, quoi. À quelqu'un qui est propriétaire d'un local pro. Et donc, j'en suis locataire. C'est un cas qu'on voit souvent. Qu'est-ce qui est avantageux ici? C'est que loyer, charge déductible. Hormis pour les micro-entreprises, pour tous les autres régimes, vous allez pouvoir déduire votre loyer de votre revenu. À la tienne. Déduire votre loyer de votre revenu, c'est-à-dire que si j'ai un loyer de 500 € mensuel pour mon local, c'est 500 € que je dépense et sur lesquels du coup je n'aurai ni URSSAF ni impôt. Okay, pour faciliter les comparaisons, les choses comme ça, si vous me le permettez, je vais prendre l'exemple d'un kiné ou d'un infirmier, d'un professionnel libéral, en général réglementé d'ailleurs, parce que c'est vous, dans ce groupe, qui nous avez posé le plus cette question du local. Sachant que d'autres parmi vous pouvez en avoir un aussi. Ça ne veut pas dire que je ne pense pas à vous, mais parfois il va y avoir des approximations budgétaires à faire et je vais me baser sur un kiné par exemple en EI qui détient son local. Donc l'avantage, c'est que c'est une charge déductible, ok? Et l'avantage, c'est que c'est durée indéfinie, entre guillemets. C'est-à-dire que tant que je paye un loyer, ça se déduit, quoi. 500 €, 500 €, 500 €, 500 €, et ça peut durer 25 ans. Ok, le désavantage, c'est que perte pure financièrement. On y reviendra juste après en comparaison à l'achat. Ce loyer, je le paye à autrui, donc c'est une pure dépense. Si je dépense 500 €, c'est 500 € que je n'ai plus, point barre. À côté de ça, l'achat via l'entreprise. L'achat via l'entreprise, je suis doué, mais pas souvent. Ok, l'achat via l'entreprise, qu'est-ce qui va avoir de différent? Ça va être ma propriété. Je vais l'acheter, je ne vais pas pouvoir déduire le prix d'achat, boum, comme une dépense professionnelle classique. Je vais devoir la mettre en immobilisation. Cet achat, je dois le mettre en immobilisation et il va subir un amortissement. Je m'explique. Admettons que j'achète 120 000 €. Pas cher pour certains, cher pour d'autres, ça dépend où vous habitez. 120 000 € un bien qui va me servir de local, des murs. Ce bien, 120 000 € en 2024, je ne vais pas pouvoir mettre une dépense. 120 000 € de dépenses en 2024, c'est cool, je vais payer aucun impôt, je vais avoir des crédits dans tous les sens, etc. Non, c'est pas possible. On va devoir l'amortir sur plusieurs années. Donc le faire rentrer dans les immobilisations, c'est-à-dire les biens qui appartiennent à l'entreprise, ils sont là pour l'entreprise et ils ont une valeur. En l'occurrence, quand il rentre, il a une valeur de 120 000 €. Et lui faire subir un amortissement. L'amortissement, il va de 5, 3 pour certains, 10, 20 ans. L'amortissement, c'est une durée pendant laquelle ces 120 000 € ils vont être dépensés, grignotés petit à petit dans ma compta. Donc, il n'y aura pas 120 000 d'un coup, mais il y aura des tranches. Partons sur 10 ans. Normalement, de l'immobilier, c'est plus. On est plus souvent vers les 20 ans. Et après, il y a des parties d'immobilier, il y a le gros œuvre et il y a le reste. Et donc, on n'est pas tout à fait toujours à 20 ans. Ça, c'est votre AGA, c'est votre comptable, c'est votre logiciel avec IA et son support qui vous diront. Mais partons dans l'exemple sur 10 ans. J'achète mon bien 120 000 €, je l'immobilise, je suis obligé, je n'ai pas le choix de faire autrement, un achat supérieur à 500 € hors taxe, on l'immobilise et je mets un amortissement linéaire pendant 10 ans. Pendant 10 ans, ça veut dire que chaque année, je vais avoir 12 000 € qui vont sortir de ma compta comme une dépense. Charge déductible. Mais durée limitée. Charge déductible en général plus importante que le loyer, mais durée limitée. Pourquoi? Parce que mes 120 000 €, quand j'aurai tout amorti, 12 000 pendant 10 ans, j'aurai amorti et passé en dépense 120 000, le bien n'a plus aucune valeur.
donc je ne peux plus rien amortir, donc je ne peux plus faire de dépenses liées à ça dans ma compta. Et à partir de là, j'ai plus du tout de dépenses. En même temps, normalement, ça correspond à la durée d'un crédit très souvent, pas loin. Et donc, je suis pas loin d'avoir fini aussi de rembourser le crédit, voire j'ai déjà fini de rembourser, donc j'ai pas vraiment de dépenses en vrai non plus, et j'ai plus rien à déduire de ma compta. Ok, c'est la différence. D'un point de vue purement comptable, défiscalisation et optimisation, j'ai envie de vous dire, autant être ici, parce que ça dépend. S'il me reste 5 ans à travailler, non. S'il me reste 25 ans à travailler, si on réfléchit pur défisc, réduction d'impôt, je vais dire je veux être ici parce qu'en fait je vais passer loyer sur loyer sur loyer sur loyer et ça va jamais s'arrêter. Et sur le temps, je vais être gagnant parce que là, à l'inverse, ça va s'arrêter un jour et après je vais plus rien déduire et du coup je vais avoir un gros bénéfice et je vais douiller à mort. Ok, mais d'un point de vue financier, c'est pas malin. Parce qu'en tant que bon gestionnaire de mes finances, je vais me dire ok, mais là ce loyer, c'est une pure dépense que je verse à autrui et je la perds. Alors que là, c'est comme si je mettais cet argent, 120 000 euros étalé sur 10 ans, dans les murs, dans le placo du bien. Et le jour où ce bien, je le cède, je le vends, etc., je récupère ce qu'il y avait dans le placo. Et donc ces 120 000, ils ne sont pas perdus. Ils sont juste différés parce qu'au jour où je vais revendre, au jour machin, je vais récupérer cet argent-là. Et au final, c'est un peu comme si je me l'étais versé à moi-même, mais avec une grande deadline, une grande durée avant de pouvoir retoucher ça. Okay, financièrement parlant, c'est plus intéressant si je suis voué à le garder plus longtemps. Donc le choix entre ces deux-là, au final, il va se faire à savoir si je compte le garder longtemps d'une part et si je suis là pour tester. Parce qu'à côté de ça, il y a financièrement, optimisation fiscalement parlant, etc. Et il y a businessment parlant pur et dur. Quand on se lance dans un local pro, là c'est l'entrepreneur qui vous parle, soit on est vraiment de l'activité, je prends les kinés et j'ai bossé en sous-traitance pour d'autres dans des locaux et je sais comment ça marche. Et mon activité de kiné, de toute façon, elle fonctionne à 90% via des kinés installés dans leurs locaux. Donc le marché, si je peux utiliser ce mot, je suis désolé, c'est de la patientèle, mais le marché connaît et reconnaît. Et via un emplacement, ça suffira avec un numéro, il m'appelle directement, etc. Boum, ça va marcher tout de suite comme ça. Mais peut-être que je suis dans une autre activité où jusque-là, je vais à domicile, je vais en entreprise, je démarche, etc. Et je vais vouloir faire ma clientèle à un endroit précis. Mais cette clientèle, elle est issue d'un marché qui a l'habitude et de consommer en ligne, et de consommer, on vient chez elle, et de consommer. Donc elle ne va pas venir toute seule. Et il va falloir changer sa façon de marketer, il va changer sa façon de vendre, et même peut-être sa façon de délivrer son produit. Et donc là, il y a peut-être un risque que ça ne convienne pas, ça ne marche pas finalement. C'est comme un nouveau départ, un redémarrage. Et ce que je savais faire hors local, c'est pas sûr que j'arrive à le faire en local parce qu'il va falloir le faire différemment. Et c'est pas sûr que ça marche. Et donc là, peut-être qu'il vaut mieux commencer par louer pour tester. C'est comme si je lançais une nouvelle activité. Pour tester son activité, avant de dire ok, c'est viable, j'achète un local. Stratégiquement parlant, en termes d'entrepreneuriat, ça peut être intelligent aussi de le voir comme ça. Voilà les éléments pour vous aider à décider déjà entre ces deux. Mais ce n'est pas tout. Maintenant, on va rentrer vraiment dans la défisque et dans ce qui nous intéresse. Avant juste de passer à la suite, en achat, sachez que quand vous amortissez un bien, 120 000 euros pendant 10 ans, à la fin, il ne vaut plus rien. Ça veut dire qu'en fait, 120 000 euros, quand il rentre, il est saisi dans les biens qui appartiennent à l'entreprise et il a une valeur de 120 000. Quand au bout d'un an, je déduis 12 000, parce que je fais ça tous les ans pendant 10 ans, et en fait, je ne les déduis pas juste en compta. Ça veut dire que ce bien de 120 000, il s'est fatigué pendant un an. Et maintenant, du coup, il est vieux, plus qu'avant, et il y vaut 120 moins 12, 108 000. Et puis, un an plus tard, 108 moins 12 encore, etc., etc. Et donc, 10 ans plus tard, il vaut peanuts. Et quand il ne vaut plus rien, si je le vends, je fais une plus-value tout de suite. Si je le vends 10 euros, je fais une plus-value de 10 euros. Et quand on vend un bien immo, attention pour ceux qui connaissent, oh Manu, il dit n'importe quoi. Non, règle générale, quand on vend un bien immo, on est imposé sur la plus-value, la partie qui dépasse le montant d'achat. Sauf que là, le montant d'achat, c'est pas le montant d'achat justement, c'est la valeur du bien. Et la valeur du bien, on l'a réduite à zéro comptablement parlant. Donc si je la vends 10 euros, ça dépasse de 10 euros la valeur du bien et j'ai de l'impôt sur 10 euros. Alors que si je n'avais pas fait d'amortissement, il valait 120 000. Si je le vendais 10 euros, je n'avais pas d'impôt sur la plus-value puisque je ne faisais pas de plus-value. Si je le vends à mi-chemin, au bout de 5 ans, parce que je change complètement, je pars au Canada ou je ne sais quoi, j'ai déduit 12 000 fois 5, 60 000. Il vaut encore 60 000. Si je le vends 100 000, je suis imposé sur 40 000 de plus-value. Ok ? Maintenant, c'est la règle générale. On ne peut pas rentrer dans le détail de tout. Il y a des conditions de chiffre d'affaires, d'activité, de métier qui vont faire qu'à la revente d'un local professionnel, on peut s'exonérer de cet impôt sur la plus-value. Guillaume, si tu nous regardes, c'était notre sujet, toi et moi. Donc, il est VIP chez nous, Guillaume. Et on a fait un
coup du tonnerre avec ça, avec des rescrits fiscaux et bref, bravo Guillaume. Voilà pour ça. À côté, du coup, il y a une autre solution qui va être achat en mon nom et location par l'entreprise. Et là, on commence à parler le langage de l'optimisation et de la défisque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais l'acheter non pas avec mon entreprise, je vais l'acheter moi. Monsieur, allez, je ne vais pas m'appeler Monsieur Dessalles, je vais m'appeler Monsieur Duchemin. Monsieur Duchemin achète les murs. Ok? Et il est propriétaire. On va mettre le terme comme ça, on est bien tous clairs. Et l'entreprise Duchemin, si je prends l'exemple du kiné en EI, Duchemin EI ou Duchemin SAS, Duchemin est la locataire. Donc l'entreprise va être locataire d'un bien. Mais ce bien, le propriétaire, c'est vous en tant que personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on fait un petit mix un petit peu pour aller chercher toujours ce qui nous arrange. Et ça, c'est pas mal. Ça veut dire qu'on va être locataire, donc l'entreprise, elle va dépenser par exemple 500, 600, 700, 1000 par mois, chaque mois, et indéfiniment. Si ça dure 25 ans, elle fera 1000 pendant 25 ans, et même comme l'immobilier augmente chaque année en valeur, les loyers, et ben ça sera même plus au fur et à mesure des années, et ça ne s'arrêtera jamais. Donc chaque année, il y aura des dépenses liées à ça dans la compta, et qui vont générer des économies d'URSSAF et d'impôts. À côté de ça, par rapport à l'inconvénient de ce système de location où on perd l'argent, ben on ne le perd pas, parce qu'il revient quand même chez nous. L'entreprise, elle défiscalise, moi je refiscalise en quelque sorte, mais je serai toujours moins taxé. Je ne peux pas vous rentrer dans le détail parce que ça va prendre déjà 1h30 de masterclass, parce que ça va dépendre si vous avez déjà de l'immobilier à côté ou pas, ça va dépendre de votre revenu fiscal de référence, la composition du foyer, votre tranche d'imposition, et j'en passe. Donc, dans tous les cas, je serai moins imposé parce que si on rajoute, je fais une cote mal taillée, URSSAF et impôt, admettons 500 € de loyer que je verse. URSSAF et impôt, je n'aurai pas cette dépense de 500 € en loyer, j'aurai, cote mal taillée, la moitié, 250 € de ces 500 qui seraient pris en URSSAF et impôt, il me resterait 250. Là, les 500, ils partent et je les retrouve. Donc, j'ai toujours les 500, la balance, elle est équilibrée. Là, je n'ai pas les 250 URSSAF et impôt, donc j'économise 250. Et là, sur 500, je vais avoir de l'impôt sur l'immobilier. En fonction, il est au réel, il est en micro, en fonction de ma tranche d'impôt, plein de choses, ça va être différent, mais ça ne sera jamais 50 parce que même le pire du pire, vous prenez 500, vous le rajoutez à vos revenus, c'est le pire du pire. Même si vous êtes dans la tranche à 45%, ça fait 45%. Okay, ça fait toujours moins. Mais croyez-moi, ce n'est pas du tout ça, parce qu'après, à travers justement l'optimisation, on va faire en sorte que ce soit peanuts de pourcent, 10, 12. Ok ? 30, 30, 15 à peu près, en moyenne, 15 par là. Donc on est toujours gagnant en termes de pure charge pure et dure, et en termes financiers, on est quand même raccord avec ce qu'on disait tout à l'heure, le fait que financièrement, ça reste mon argent. On a l'avantage de l'achat, l'avantage de la location. Et en termes de, par contre, business, si c'est une activité purement nouvelle, donc pas comme les kinés, qu'on ne sait pas le marché, comment il va y répondre, etc., et par contre, le risque est toujours là à prendre en compte dans le sens où je suis propriétaire. Mais en même temps, ce n'est pas mon entreprise qui est propriétaire. Donc mon entreprise, elle peut arrêter d'être locataire parce que finalement, ça ne marche pas. Je retourne faire de l'activité à domicile, en entreprise, etc. Et par contre, en tant que perso, je vais inverser les rôles ici. Je vais le louer à quelqu'un qui veut un local. Et je peux très bien faire ça. Et je vais le louer à un kiné, je vais le louer à un infirmier qui a une activité qui va être très stable et qui veut un local. Donc ça, c'est une bonne gage. Mais malgré tout, on peut se dire, attends, quand même, je reprends de l'impôt ici, et peut-être que moi, je suis dans la tranche à 45 ou à 41% d'impôt, et ça me fait chier de reprendre de l'impôt en plus, moi, en tant que personne, je douille déjà, quoi, tu vois, et puis en plus, on est à l'impôt avec ma femme, et ça va tout mélanger, et j'en passe. Et du coup, là, vient le système potentiellement de l'achat en société civile immobilière et location par entreprise. Ça peut être un autre type de société. Je prends la SCI parce qu'elle va pouvoir se faire par monsieur et madame tout le monde, quelle que soit votre activité. C'est une société civile immobilière, c'est une société dont l'enjeu, le but est de détenir et mettre à disposition des biens immobiliers. Alors, c'est ce qu'on veut faire, ça tombe bien. La SCI est propriétaire des murs. L'entreprise, dans mon exemple de tout à l'heure, c'était une EI. L'entreprise est locataire. Et moi, je possède la SCI.
Pourquoi rajouter cet intermédiaire? C'est intéressant dans le profil où j'ai une forte imposition personnelle ou bien dans le profil où cet argent, je n'en ai pas besoin pour vivre. Pourquoi? Dans l'immédiat. Pourquoi? Parce que ça va être le même qu'ici. L'entreprise est locataire, donc son loyer, ça va être indéfini dans le temps, elle pourra toujours louer, etc. Et ça sera une charge, pas d'URSSAF, pas d'impôt dessus, on défiscalise, c'est génial. Et en même temps, ça reste à moi, ça ne sort pas du schéma, donc je ne perds pas comme une location classique, c'est à ma SCI qui m'appartient. Ok. La SCI, on la met à l'IS, on ne prend rien dessus, on respecte les plafonds, bref, on fait ce qu'il faut pour qu'on soit limité à 15% d'IS et peanuts d'autres. Ok. Peanuts, il me revient souvent, et plus rien d'autre. SCI à l'IS, 15% l'IS, boum, et j'ai plus rien dessus. Après, je peux rajouter un montage holding, etc. Mais ça, c'est pour les avancés qui nous écoutaient. C'est très bien. On va s'arrêter à ce système-là pour la présentation d'aujourd'hui. Ma SCI, du coup, à l'IS, eh ben, c'est 500 € que j'ai versé de loyer. Il y a juste 15% d'IS dessus, et point barre. Par contre, si je récupère l'argent pour moi, pour vivre avec, ben là, on reprend du dividende par-dessus ou autre type de rémunération qu'il pourrait y avoir, en général dividende, et là il y a une taxation sur les dividendes et j'en passe. Mais tant que ça dort dans la SCI, ça reste à 15% d'IS et rien d'autre. Et c'est très peu taxé, ça reste de l'argent qui m'appartient indirectement via la SCI, mais qui m'appartient. Et ça va devenir intéressant si j'ai des projets à plus long terme. Je vais cumuler cet argent, je vais cultiver cet argent, ce que je n'aimais pas du tout avant pour la petite anecdote, mais que maintenant j'aime bien faire. Pour en fait, il faut une vision plus long terme. Pour se dire, dans 5 ans, j'aurai cultivé tant qui va me servir d'apport, parce que je suis sur une SCI, pour l'achat d'une résidence, d'un machin, d'un truc. Et en fait, tout ça, ça va permettre d'aller plus vite en besogne que si à chaque fois je récupérais l'argent, j'avais, on va schématiser, ça de taxes et impôts, et il me restait ça, et avec ce qui me restait, je mettais à chaque fois ça de côté, et j'attendais d'avoir assez grâce à ça pour acheter une maison, un truc, un bien, et j'en passe. Alors, au lieu d'avoir ça d'impôt en laissant dormir l'argent dans le système, j'aurais que ça. Donc, au lieu d'avoir ça de gain, j'aurais ça. Et donc, en ayant ça chaque année au lieu de ça, j'aurai plus vite mon pactole pour créer mon nouvel investissement et grandir la machine. Le danger avec ça, c'est de se perdre dans le jeu. Parce que rappelez-vous, en tout cas, c'est notre façon de voir l'entrepreneuriat. J'espère que c'est la vôtre si vous nous écoutez. Notre entreprise et nos entreprises doivent servir notre vie et pas l'inverse. C'est bien de faire ça et d'avoir une deadline, un moment et un projet, comme ceux au moment où je tourne cette vidéo, bull run du Bitcoin et de toutes les cryptos. Mettez-vous un moment où vous revendez tout, parce que sinon on reste dans le jeu tout le temps et on n'en sort jamais et on n'en profite jamais. Donc c'est bien avec un temps donné, mais l'entreprise doit servir vos intérêts et non pas l'inverse. Si j'arrive à la fin de ma vie en n'ayant que cultivé de l'argent et en ayant vécu avec 1500 de salaire par mois, c'est dommage d'avoir fourni tous ces efforts, d'avoir fait cultiver des centaines de mille d'argent que je ne prends pas parce que si je les prends, ils seront plus taxés. Mais si je ne les prends pas, je ne vis pas avec et je ne kiffe pas ma vie. Et je suis capable de générer des centaines de mille, mais pourtant je le vis avec 1005. Donc il y a ces réflexions à avoir autour de ça également. Mais sur un projet défini, c'est génial. Ça accélère les choses à un rythme pas croyable et ça devient très intéressant, fiscalement parlant également. Voilà pour tout ça. Avec tout ça en tête, dites-vous, ok, réfléchissez, qu'est-ce qui est le mieux pour moi, machin. C'est peut-être dur, ça reste encore peut-être trop théorique pour vous, pour l'appliquer. Rappelez-vous d'une chose, on vous propose des audits et notamment, ce sujet-là peut être abordé dedans, gratuit. Ça dure 15-20 minutes avec mes conseillers. Ça n'engage à rien, on ne vous proposera rien dessus. Si vous m'écoutez les conseillers, mais ils le savent déjà, je leur rabâche. L'audit n'est pas là pour vous vendre quoi que ce soit. Dans cet audit, vous remplissez un formulaire. Commentez-moi si ça vous intéresse, audit, moi ou même en MP, coucou Manu, j'ai vu qu'il y avait ça, je veux bien. 2-3 questions avant pour vérifier la situation, si c'est bien le moment. Et si oui, un lien de prise de rendez-vous. Avant la prise de rendez-vous, des questions sur votre situation qui vont servir aux conseillers. Choisissez un créneau. Quand vous avez choisi le créneau, vous recevez un lien avec un formulaire à remplir. Ce formulaire, le conseiller l'utilisera pour remplir tous nos comparateurs, calculateurs en fonction de votre situation et faire ressortir des économies potentielles dans telle ou dans telle situation, faire un comparatif en fait. Ok ? Il y a un comparatif qui va se faire quasiment en automatique et vous le voyez 15-20 minutes, c'est gratuit pour commenter tout ça et à partir de là faire votre propre choix. Dire voilà, là ça donne ça, là ça donne ça, là ça donne ça. Vous dites ok, là je serais bien, là il faudrait faire ça. Ah ouais, là c'est intéressant, etc. Si après vous voulez savoir comment notre équipe d'experts accompagne les gens à prendre en main, à maîtriser ces sujets-là pour toujours être au meilleur endroit et faire en moyenne, comme on l'a vu, 10 000 et quelques euros d'économie par an. C'est la moyenne des 1000 personnes presque maintenant qu'on a accompagnées. Pardon.
eh bien, vous pouvez lui en parler et il vous donnera un autre rendez-vous. Mais l'audit n'est pas du tout là pour ça. L'audit, il est là pour vous renseigner, pour faire un point de situation, savoir où vous en êtes, ce que vous manquez, à côté de quoi vous passez, le chiffrer et voir à quoi ça tient, sur quoi ça se joue. Et en fait, être éclairé sur votre situation. C'est gratuit, profitez-en. Vous me commentez audit, vous commentez moi, vous commentez en privé. Salut Manu, j'ai vu que tu proposais l'audit, je veux bien. Un petit point rapide sur votre situation. Et puis boum, on part là-dessus, ça n'engage à rien. À la fin des 20 minutes, vous voulez juste dire au revoir, vous dites au revoir. Vous voulez aller plus loin, c'est pas le moment, encore une fois. Et donc, il faut caler un autre rendez-vous dans les 1, 2, 3 jours selon la dispo du conseiller. Mais en tout cas, ce n'est pas le but de cet audit. Donc profitez-en, ça vous est offert. À très vite tout le monde. Si vous avez des idées de sujets pour la semaine prochaine, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Moi, j'en ai plein. C'est rare, d'habitude je me creuse la tête parce que j'ai l'impression de me répéter, mais là vous avez été tellement actifs que j'ai récolté plein de questions, plein de sujets. Mais si vous en avez, c'est encore le moment, vous me les mettez en commentaire et on traite ça avec plaisir. Hashtag replay si vous nous avez suivis en replay et n'hésitez pas même sur ce sujet-là à poser vos questions et je passerai par là pour y répondre. Ciao ciao.